Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. ITECMER, facilitateur de rencontres et de rencontres européennes et internationales. En 2017, nous avons organisé une première rencontre des parties prenantes, dont l'Alliance européenne qui s'était mise en place et les Britanniques, alors que le Brexit était décidé, avec une mise en œuvre à une échéance très incertaine. En 2019, ITECMER a refait ce même exercice de facilitateur avec des incertitudes et des craintes qui étaient de plus en plus fortes, un processus de sortie complexe et la menace d'un no deal. Nous sommes en 2021 et pour la troisième fois aujourd'hui, nous réitérons l'exercice, mais cette fois-ci le divorce est réalisé et organisé. Et nous remercions l'ensemble des participants ici présents d'être venus des deux côtés de la Manche, d'avoir accepté l'invitation du salon, qui est, on le rappelle, un salon de rencontres et d'affaires, un salon de business où on est plutôt bienveillant et où nous travaillons tous ensemble à construire l'avenir de la filière mer, qu'il s'agisse de la filière française ou de la filière européenne. Et maintenant, je passe la parole à Jean-Marie Robert qui va animer cette table ronde et que je remercie. Il est chargé de mission à l'organisation à l'OP, les producteurs de Bretagne, et il est également l'ancien secrétaire général du Conseil consultatif Sud, qui est aussi une instance de dialogue. Merci. Bien, bonjour à tous. Merci évidemment pour votre présence. Il y a des gens qui sont venus de très loin et je vois déjà beaucoup de têtes connues dans l'Assemblée. Sur le format de cette table ronde, vous indiquez qu'on aura un premier temps qui sera dédié à un bilan de mise en œuvre du Brexit dans le contexte 2021 de la mise en œuvre de l'accord de commerce et de coopération, avant, dans un deuxième temps, d'envisager de premières perspectives pour la suite. Si tout va bien, vers midi, nous aurons terminé la table ronde entre les différents panélistes et nous pourrons vous donner l'occasion de poser des questions. Mais à ce stade, il est uniquement envisagé ce temps d'échange et d'interaction avec la salle à partir de midi. Donc voilà pour ces premières précisions et bien sûr je me tourne maintenant vers nos différents panélistes que je remercie évidemment pour leur présence. Je vais les présenter. Nous avons alors du plus près au plus loin, il n'y a pas de bienséance, mais du plus près au plus loin, donc Monsieur Jean-Luc Hall, le directeur général du Comité national, Monsieur Pierre Karleskin, député européen et président de la commission pêche de ce Parlement, Monsieur Éric Banel, le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, Jean-Pierre Levisage, directeur de l'armement Scapèche, basé ici à Lorient, Martin Newell, le responsable de l'armement Waterdance, dont les bateaux sont basés dans le Devon et en Cornouailles anglaise, et enfin Émile Broekert, alors nombreuses casquettes, pour ceux qui ne le connaissent pas, directeur de l'UNIC au Pays belge, donc c'est un homologue que nous connaissons bien, président du Conseil consultatif pour les eaux du Nord-Ouest et secrétaire général de l'Association européenne des organisations de producteurs. Voilà, encore une fois, merci à tous pour votre présence et sans plus tarder, on attaque cette table ronde avec le premier temps dédié à un bilan de la mise en œuvre. Comme l'a indiqué Stéphanie, la dernière fois qu'on avait eu ce temps d'échange, c'était le temps des immenses incertitudes. Toutes les options étaient encore clairement sur la table avec des craintes pour la filière qui pouvait être immense au vu de tout ce qui pouvait se passer. Depuis 2019, évidemment, des événements se sont très largement passés, du temps aussi. Un accord de commerce et de coopération a été signé entre les équipes de négociation, trouvé le 24 décembre 2020 entre les équipes de négociation. Et évidemment qu'à l'heure de commencer à évaluer et à réaliser un bilan de sa mise en œuvre, le plus important est évidemment de commencer par essayer d'identifier ou d'analyser le contenu de cet accord de commerce et de coopération. Et dans le droit européen, l'accord qui avait pu être trouvé donc, entre les négociateurs britanniques et européens
pour pouvoir pleinement rentrer en vigueur, devait faire l'objet d'une approbation, d'une ratification finalement aussi bien du Conseil des ministres que du Parlement européen. Et c'est notre chance aujourd'hui que d'avoir un représentant du Parlement européen qui a du coup analysé les 1200 pages de l'accord, a été amené à se positionner évidemment sur son contenu, en analyser toutes les facettes au-delà du volet pêche. Et donc, dans un premier temps, je suis très content de pouvoir donner la parole à M. Pierre Karleskind pour qu'il nous livre son analyse de cet accord. Voilà, merci beaucoup. Eh bien, écoutez, de rien, merci de m'avoir invité. D'abord, je voudrais vous remercier et vous féliciter d'avoir organisé une telle table ronde. Et je vous avoue que ça tombe très bien. Enfin, je vous avoue, on fait tous le constat que ça tombe très bien dans un moment un petit peu compliqué de la mise en œuvre de cet accord. Et vous remercier aussi de faire en sorte que nous soyons tous ensemble, au regard de nos horizons différents, autour de cette table, y compris avec des amis et partenaires britanniques. Moi, j'en suis très heureux parce que j'en ai marre qu'on me demande toutes les 4 matins qu'est-ce qu'on peut faire contre le Royaume-Uni et les Britanniques. Moi, je ne fais pas partie des gens, et je le disais ce matin dans une interview sur Sky News, convocation à s'en prendre au Royaume-Uni, à ce grand pays et à ses habitants. Moi, j'ai un problème avec le gouvernement britannique, j'ai pas de problème avec le Royaume-Uni de façon générale. Ça va sans dire, mais ça va quand même mieux en le disant. Nous n'avons certainement pas vocation à nous faire la guerre, et au contraire, ça fait des siècles qu'on se partage cet espace maritime, parfois pour notre bonheur, parfois de façon un petit peu musclée, mais enfin voilà, on a des choses à construire ensemble, et c'est pas parce qu'il y a eu un Brexit qu'il faut qu'on continue sur ce ton guerrier que je trouve un petit peu regrettable. Voilà. Donc, on sort quand même les muscles, mais je tiens à le dire, nous ne sommes pas contre le Royaume-Uni, mais contre un gouvernement qui ne fait pas les choses correctement. Ensuite, je voudrais saluer la présence du vice-président de la région d'ALLQF, Gaëlle Lemeur, conseillère régionale, et puis en profiter pour simplement, parce que je n'ai pas eu l'occasion de le faire, et que ITECMER ne s'était pas réuni depuis 2019, pour dire un mot d'hommage et de mémoire à Daniel Gilles, qui fut un grand promoteur de ce salon ITECMER. Il nous a quittés depuis, et je me souviens quand j'étais vice-président de la région Bretagne, il portait un intérêt très particulier sur ce sujet-là, et je tenais, étant ici, à le dire. Alors, comme vous m'avez fait remarquer, je porte une partie de la culpabilité ce matin sur cet accord, puisque je l'ai voté en tant que député européen. Nous l'avons voté, c'était au mois d'avril dernier. Nous avons pris un petit peu le temps de le lire, de l'analyser, de le décortiquer. Et au fond, on peut se poser la question, mais pourquoi l'avez-vous voté ? Eh bien, je répondrai d'abord que je l'ai voté, et nous l'avons voté parce qu'il existe. Rappelez-vous, si vous vous remettez un peu un an avant, ou peut-être même 2 ans avant, ou peut-être même 3 ans avant, nous étions à quelques mois d'un possible hard Brexit, un no deal. Souvenez-vous, donc c'était il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Hein. On s'est quand même enchaîné des années à se demander ce qui allait bien pouvoir se passer dans les quelques mois. Et nous n'avions pas arrêté. Je me rappelle les échanges que j'avais avec la filière pêche sur l'absence de visibilité. Visibilité qui s'est légèrement éclaircie, mais qui n'est pas non plus totalement au beau fixe. Donc la première chose, nous l'avons voté parce qu'il existe. Et c'est quand même un des éléments absolument fondamentaux et essentiels. Cet accord, qui donc contient à la fois un accord de libre-échange avec le Royaume-Uni, qui à la fois est un accord de coopération et qui est un accord de pêche. C'est le plus vaste accord de pêche que l'Union européenne ait contracté avec un pays tiers, donc un pays hors de l'Union européenne. C'est le plus vaste accord de libre-échange que l'Union européenne ait contracté avec un pays hors de l'Union européenne. C'est le plus grand accord de coopération que l'Union européenne ait contracté avec l'extérieur. Et c'est l'accord qui aura été négocié dans le plus petit court laps de temps. Il faut bien l'avoir en tête et bien comprendre que les 1000 et quelques pages sont le fruit d'un travail tout à fait hors norme, hors du commun. Et donc effectivement, quand le 24 décembre, je reçois un coup de fil qui me dit « Ah ben, we have a deal », formidable, à ce moment-là, on s'est dit bon, il reste 1 semaine pour se faire une idée, puisque la date butoir, c'était le 31 décembre. Il se reste 1 semaine pour faire une idée, se dire « c'est bien, c'est pas bien ». Bon, on lit le truc, grosso modo, dans les grandes lignes, on se dit « on a senti le boulet, on a senti le vent du boulet, mais on s'en sort à peu près ». Et tout réside dans évidemment à peu près pour la pêche
européenne en général et pour la pêche française pour ce qui nous concerne. Les quotas, on en a parlé, on baisse de 25%, donc un transfert vers les Britanniques. On partait dans le début de la négociation où les Britanniques, en tout cas, c'est une position logique de négociation, voulaient tout. Et si c'était un no deal, on perdait tout accès aux eaux britanniques. Donc quand on nous dit 75%, on se dit, bon, allez, on achète. Alors depuis, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il a fallu mettre en œuvre ce traité. Et on a découvert, en fait, dans les jours qui ont suivi, on a commencé à comprendre, à analyser comment tout ça allait se passer. On a compris qu'il y avait plusieurs sujets qui allaient poindre sur tout ça. Sur la zone exclusive économique, assez rapidement, les travaux ont été faits pour que l'accès à la ZE britannique soit à peu près assuré convenablement. Quand je dis les travaux ont été faits, il faut souligner quand même le travail qui est énorme, qui a été réalisé en un court laps de temps par des équipes qui étaient pleinement engagées sur ces sujets-là. Aujourd'hui, nous sommes au mois d'octobre, donc on est 9 mois après, un peu plus de 9 mois après l'entrée en vigueur. Il me semble, si je reprends les chiffres et que je les additionne, on doit être quasiment à 1 millier de navires qui ont reçu, 1 millier de navires français qui ont reçu des licences, des autorisations qui leur permettent d'aller pratiquer une activité de pêche dans les eaux du Royaume-Uni. Donc, je commence par l'aspect un petit peu positif, parce qu'il ne faut pas non plus tout focaliser sur l'aspect négatif, même si, évidemment, je vais revenir après sur les sujets qui nous chagrinent un petit peu. Quand la directrice générale de la DG Marais, Charline Avicheva, vient en commission pêche nous présenter cet accord, elle nous dit cette phrase que j'ai répétée parce que je ne voulais pas y croire. Elle nous a dit, mais bien sûr, cet accord marchera s'il est appliqué par des partis de bonne foi. Ben oui, mais faire le prérequis, partir du prérequis que le gouvernement Boris Johnson est de bonne foi, c'était faire œuvre de foi, justement. Et c'est probablement tout le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Tout le sujet qui nous occupe aujourd'hui dans le conflit avec le gouvernement du Royaume-Uni, mais aussi le gouvernement de Jersey, eh bien, c'est que, en fait, la pêche, et ça a été le cas du début à la fin, et ça a été le cas pendant la mise en œuvre, et le truc que les Britanniques utilisent dans une négociation qui est plus globale. Quand je dis le truc qu'ils utilisent, au moment où Boris Johnson, aujourd'hui, fait face à des pénuries dans ses stations-service, dans ses étagères de supermarchés, au moment où il a quelques petits soucis sur le protocole nord-irlandais, eh bien, il se dit, je vais faire diversion et je vais reprendre la posture que les gens aiment tant au Royaume-Uni, qui est la posture de celui qui combat la dictature. C'est quand même comme ça que j'ai été présenté dans une émission de télé britannique il y a 2 jours. Président de la commission pêche de la dictature européenne, enfin du dictatoriat européen, si je traduis bien en anglais. Et donc Johnson reprend, histoire de faire oublier, et puis il y a le congrès du Parti conservateur aussi en ce moment, donc ça peut l'aider. Donc il reprend un peu, c'est vraiment de la politique politicienne, hein. On sait faire aussi, mais c'est pas terrible. Donc il reprend en otage un certain nombre de pêcheurs français, en l'occurrence, alors européens, pour refaire de la politique. Je ne vais pas rentrer dans le détail du traité, mais simplement rappeler aussi que cet accord, c'est un accord, il prévoit donc cette réduction de 25% des quotas européens, une période transitoire de 5 ans et demi pendant lesquels cette perte est progressive. Il distingue les eaux britanniques des eaux de Jersey, mais ça veut dire qu'il inclut les eaux de Jersey et de Guernsey et de l'île de Man, si je ne me trompe pas, et puis quelques autres territoires, mettant donc un terme aux accords de la baie de Granville. Donc on se retrouve dans une situation un petit peu nouvelle, petite stupeur quand on lit le truc, situation nouvelle où quelque chose qui était réglé de façon très locale se retrouve à faire le tour quasiment par la mer du Nord entre Londres, Bruxelles, Paris pour être réglé. D'où un certain nombre de difficultés aussi à un moment. Pour conclure sur tout ça,
on a aujourd'hui une situation où, face à un Boris Johnson qui ne fait pas preuve de la meilleure foi, il nous faut trouver les outils pour répondre. La Commission européenne, disons-le de façon simple, et ça n'est pas une position accusatoire, ça n'est qu'un constat, la position européenne n'est pas la spécialiste de la politique, de l'éclat, du coup de gueule, du coup de poing sur la table. C'est d'ailleurs, en général, pas ce qu'on lui demande. Sauf que là, on est dans une négociation internationale face à un acteur qui utilise tous les leviers de la politique qu'est la Commission européenne bien du mal à activer. Donc, le traité, parce que nous n'allons pas sortir du chapeau des réponses sur tout ça, le traité prévoit formellement des mesures de rétorsion. Ces mesures de rétorsion, à mon sens, il faut les prendre comme la menace dissuasive. Et tout l'intérêt sera de faire en sorte qu'elles soient suffisamment dissuasives pour qu'on ne les utilise pas. Et c'est là la chose extrêmement importante. Mais donc, je ne vais pas rentrer non plus dans les détails, on pourra y revenir après, on pourra le faire. Ce qui manque probablement à la Commission, c'est cette position de leadership. On pousse au niveau du Parlement européen, on pousse au niveau du gouvernement, enfin, il pousse au niveau du gouvernement français, y compris d'ailleurs avec d'autres pays, parce que ce n'est pas un sujet purement franco-français. Il faut bien comprendre quand même que les autres sujets, le protocole nord-irlandais et un certain nombre d'autres sujets, ne sont pas purement français. Et moi, j'étais très content de voir en commission pêche que, ayant remis le sujet à l'ordre du jour fin août en commission pêche, eh bien, les députés des autres pays ont apporté un soutien plein et entier. Et puis, je finirai simplement par dire, puisque c'est un des sujets que nous avons aussi traité là lors de la dernière réunion de la commission pêche, nous avons fait un rapport d'initiative du Parlement européen sur les perspectives, et je crois que c'est là bien tout l'intérêt ici d'être ensemble. Nous avons des perspectives à construire. On ne passera pas des années et des années à s'engueuler, à dire je vais te couper le courant, je vais t'empêcher de débarquer ton poisson, et puis je vais t'empêcher de l'autre côté de venir chez nous. On a des perspectives à faire venir, on a une pêche qui est réelle, qui est plus que centenaire dans ces eaux-là, voire millénaire, et donc voilà, on a tant à construire ensemble, et c'est sur ce que je conclus cette intervention. Merci beaucoup, Monsieur Karleskind. Une intervention très claire qui a tout à la fois démarré par un recadrage quant à notre relation avec le monde de la pêche qui doit être vu dans sa globalité et en co-construction finalement malgré tous les événements. Et je retiens finalement que ça a été tout aussi bien la tonalité de votre discours, aussi bien en introduction qu'en conclusion, ce qui rejoint totalement l'esprit de ce salon, et donc je vous en remercie. Avant de donner la parole à Monsieur Eric Banel, je voulais présenter mes très sincères excuses à Barry Dees, qui est le 7e participant de cette table ronde, et malheureusement, loin des yeux, loin du cœur, comme il n'était pas en face de moi, je l'ai totalement oublié dans les présentations. Il nous suit normalement via un lien Zoom, de manière informatique. Barry, je vous prie de m'excuser très sincèrement. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Barry Dees est il est là, le chef exécutif de la Fédération anglaise des organisations de pêcheurs, et il interviendra notamment sur la partie perspective. Veuillez sincèrement m'en excuser, Barry. Pour en revenir maintenant à la suite de nos échanges, sur la partie mise en œuvre, il y a certains points qui ont déjà été abordés par Pierre Karleskind, mais je me tourne maintenant vers M. Banel et vers la DPMA, qui bien évidemment a certainement suivi de très près toutes les discussions préparatoires à l'adoption de l'accord de commerce et de coopération, mais qui a aussi évidemment été en première ligne sur sa mise en œuvre, et certainement depuis le 24 décembre au soir, avec un certain nombre de sujets, le volet licence au pluriel, licence ZEE, licence 6.12, licence Jersey-Guernesey, une négociation TAC et quota dans un format différent, sous un mandat confié par le Conseil des ministres à la Commission européenne, avec forcément des relations institutionnelles et humaines qui auront changé par rapport au traditionnel Conseil des ministres qu'on pouvait connaître. La découverte de la nouvelle autonomie réglementaire du Royaume-Uni. On a, pour les bateaux pour lesquels je travaille, on a par exemple découvert de nouvelles mesures techniques en mer Celtique, et c'est une nouvelle réalité avec laquelle on va devoir composer. Et je pense aussi à certaines négociations extérieures, où dans ce panorama, finalement, on discute beaucoup de notre relation Royaume-Uni, Union européenne à 27,
Mais à l'évidence, on a pu voir que, par exemple, nos relations avec la Norvège avaient évidemment changé. Pas forcément dans le bon sens du terme, quand on regarde le cabillaud au Svalbard ou le maquereau, par exemple. Donc ça fait beaucoup de choses, et je ne doute pas que la DPMA a consacré énormément de temps et d'énergie depuis le 24 décembre à travailler sur sa mise en œuvre. Et je vous remercie par avance, Monsieur Eric Banel, de nous présenter un peu ce bilan de la réalisation à l'instant T, aussi bien depuis ce travail sur tous ces sujets, mais aussi peut-être en termes de réflexion quant à est-ce qu'on a fait le plus dur parce que c'était la première année, est-ce que les choses devraient s'améliorer, et des choses aussi peut-être plus institutionnelles en relation avec la Commission. Enfin voilà, un bilan, ce que vous inspire, ces 9 premiers mois de vie avec l'accord de commerce et de coopération. Je vous remercie. D'abord, merci à tous. Merci de m'accueillir ici. Je pense qu'en effet, c'est mon premier salon ITECMER en tant que directeur des pêches. Bon, il y a eu une pause donc, liée à la pandémie, mais j'en suis très heureux en tout cas donc, de tous vous retrouver. Je vois beaucoup de têtes connues dans la salle. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, en effet, c'est de faire un premier bilan de la mise en œuvre. Alors, Pierre a beaucoup insisté sur les conditions de la négociation. On a évidemment été très associés en amont, mais aujourd'hui, ce qu'on vit, et on le vit d'ailleurs donc quasiment tous les jours depuis donc, des semaines et des mois, c'est cette négociation de mise en œuvre de l'accord, donc de l'ensemble de ces dispositions. Alors peut-être, pour commencer, prendre un petit peu de hauteur et se dire que cet accord, il a profondément changé notre manière de travailler. Et notre manière de travailler à tous, c'est-à-dire à la fois donc, professionnels, administration et également Commission européenne. Parce qu'on est passé d'un dispositif qu'on connaissait assez bien depuis 30 ans, la politique commune des pêches est une politique entièrement communautarisée, donc on se retrouvait évidemment régulièrement pour négocier à Bruxelles, et il y avait la grande messe de fin d'année, le fameux conseil, où on se retrouvait donc, pendant 5 jours, et donc il y avait la fumée blanche le 5e jour, après une nuit blanche, donc, mais animé en quelque sorte d'un esprit que Pierre connaît bien, qui est un esprit communautaire, donc, où chacun autour de la table de toute façon était condamné à s'entendre et arriver donc à un compromis, aussi bon, aussi mauvais soit-il. Ça a complètement changé. Parce que désormais, donc, la plupart des sujets sont traités dans un cadre qui n'est plus multilatéral, avec une sorte d'idéal derrière, donc d'arriver à un compromis. C'est un cadre uniquement bilatéral. On est passé du multilatéralisme à une sorte d'unilatéralisme, où donc, dans un rapport de force qui est géré par les relations internationales et qu'on connaît bien par ailleurs, donc, chacun défend son intérêt bien compris. Donc le cadre est très différent, et ça signifie que ce rapport de force donc, il conditionne aujourd'hui l'ensemble des sujets que nous traitons. Donc le traité est un cadre dans lequel une négociation bilatérale se place. Et il y a eu un effet de contagion d'ailleurs immédiat, et vous l'avez un peu cité, c'est que quand le Royaume-Uni donc, est rentré dans cette position d'extérieur, d'autres pays, comme la Norvège, ont commencé à nouveau à mettre en question l'ensemble des droits qui avaient été négociés ces dernières années donc, autour de ce cadre communautaire. Donc tout d'un coup, on est passé, encore une fois, donc, dans un cadre donc, où chacun était sur son intérêt bien compris. Et donc ça signifie qu'aujourd'hui, la négociation, elle est certes guidée par l'avis scientifique, par exemple. Vous savez que la Commission a toujours donc, ce souci, et c'est le nôtre également, donc, de suivre l'avis scientifique. Mais l'avis scientifique, c'est un élément parmi d'autres dans une négociation qui est globale. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et ça, c'est un point de gouvernance, donc on y passe énormément d'énergie et de temps, vous l'avez dit, donc, et aussi avec l'ensemble des comités régionaux et départementaux professionnels. Pourquoi ? Parce que la gouvernance est évidemment beaucoup plus compliquée qu'avant. Alors, vous me direz, donc c'était déjà compliqué à Bruxelles, mais en réalité, ça n'a plus rien à voir, puisque donc, vous avez donc, des modes de fonctionnement où vous êtes obligé de vous mettre d'accord à 27. Ensuite, donc, la Commission prend la position vis-à-vis du Royaume-Uni, et quand vous ajoutez Jersey et Guernesey, donc ça doit redescendre vers Jersey et Guernesey, qui remonte ensuite. Enfin, si vous voulez une réponse donc, à une demande, donc, il faut donc, passer par 4 à 5 étapes. Donc évidemment, c'est les relations internationales, c'est le dispositif relations internationales classique, mais pour nous, c'est énormément de temps, et au lieu d'avoir une interaction directe, donc on est obligé de passer par plusieurs intermédiaires. Et d'ailleurs, un des enjeux actuellement sur lesquels on se bat, c'est de retrouver des lieux de gouvernance, des lieux de dialogue directs, localement, avec notamment donc, Jersey et Guernesey en particulier, on y reviendra. Donc ça, c'est le deuxième sujet. Donc, troisième sujet, dans la mise en œuvre d'un traité, le diable est toujours dans les détails. Et on avait été quand même assez loin dans les détails en décembre, notamment sur le calcul des antériorités, mais sans doute pas suffisamment loin. Parce qu'aujourd'hui, ce qui nous pose problème sur le sujet des licences, qui est le sujet que vous voyez actuellement dans l'actualité sur lesquels on se bat, c'est bien les critères d'appréciation des antériorités.
Le Royaume-Uni nous dit, moi j'ai retrouvé ma souveraineté, donc j'applique mon interprétation des critères que nous on conteste. Typiquement sur les antériorités, et je pense par exemple aux 6-12 000 qui concernent essentiellement les Hauts-de-France, eh bien les Britanniques nous disent sur les moins de 12 mètres, il nous faut des preuves de géolocalisation. Alors qu'on leur dit, vous étiez avec nous dans le cadre communautaire, moins de 12 mètres, donc il n'y avait pas de preuve de géolocalisation obligatoire, vous ne pouvez pas nous les demander. Pourtant, ils nous les demandent, et en plus sur 2 ans. Et sur les navires remplaçants, ils nous disent, ah oui, mais attendez, donc les navires remplaçants, on veut bien les prendre. Les navires remplaçants, c'est ceux qui remplacent des navires qui avaient acquis des antériorités auparavant. Et ils nous disent, oui, mais d'accord, on a bien compris, mais par contre, on veut que ces navires remplaçants n'aient pas augmenté leur jauge et leur puissance. Alors que dans le cadre communautaire, il y avait des règles qui étaient très précises, mais évidemment, certains bateaux avaient augmenté entre-temps leur jauge et leur puissance. Donc tout ça nous bloque totalement le dispositif. Puis après, s'ensuit évidemment des demandes de données supplémentaires. Donc ça fait des mois qu'on est dans ces échanges, qui expliquent aujourd'hui qu'au fond, le sujet, il devient avant tout politique. Est-ce que l'ensemble des parties, Pierre a parlé tout à l'heure de bonne foi, mais au fond, on est un peu là-dedans. Est-ce que l'ensemble des parties se met d'accord pour que l'objectif du traité, qui était d'accorder des droits et des licences aux pêcheurs français et européens, que cet objectif puisse être réalisé. Et donc là, on est vraiment sur un sujet politique qui met en œuvre finalement un principe beaucoup plus large sur le traité, et c'est ce que le Premier ministre a dit devant le Parlement il n'y a pas longtemps. Au fond, la pêche, c'est le révélateur de la bonne foi des parties sur l'entente globale que suppose le traité. Si ça ne marche pas sur la pêche, c'est que ça ne marchera pas sur les autres sujets non plus. Voilà. Et enfin, 4e point sur lequel je voulais insister, on parle beaucoup des licences, mais ce n'est qu'un sujet parmi d'autres. C'est-à-dire qu'au fond, si demain on a toutes nos licences, on va dire on se révèle très optimiste dans cette table ronde, on est en Bretagne, on est content, on a toutes nos licences. En réalité, ce n'est qu'un sujet. Puisque si on a les licences et que derrière on n'a pas les conditions techniques qu'il faut pour pêcher, et c'est ce qu'on appelle le débat sur les mesures techniques, ça signifie des conditions sur les engins, des conditions sur les types de reporting ou même les types de navires. Si on s'aperçoit que on a des mesures techniques qui sont irréalistes, en fait les licences n'auront pas de réalité. Or, c'est bien ce qui s'est passé lorsque les premières licences ont été délivrées, que ce soit dans la Z2 ou dans les îles anglo-normandes ou dans les 6-12. Les Britanniques ont tout de suite défini des mesures techniques en disant c'est notre droit, c'est notre souveraineté, on définit des mesures techniques. Donc ce risque-là, il est très fort, et c'est pour ça que dans le travail à venir, cette question des mesures techniques, elle est fondamentale. Et dans les sujets également derrière, vous avez aussi, au fond, les sujets de l'espace, plus largement, et de l'accès à l'espace. Parce que là encore, derrière, on voit bien qu'il y a des projets sur les énergies marines renouvelables, il y a des projets de création d'espaces protégés, et si on n'arrive pas à s'entendre aussi sur ce que recouvre la réalité des eaux qui sont ouvertes à la pêche demain, eh bien on peut se retrouver encore une fois avec des licences, mais des espaces qui seront soit fermés, soit sur d'autres usages, et du coup pas du tout de réalité d'accès aux eaux. Et donc ce travail-là, il doit se faire dans le cadre du comité spécialisé pêche qui est prévu par le traité. Mais je peux vous dire que l'agenda du comité spécialisé, on a quasiment 2 ans de travaux devant nous pour converger sur ces différents sujets. Et ça, ce sera le test qui nous permettra de dire si effectivement ça marche ou ça marche pas. Parce que pour finir là-dessus, on va avoir tous les ans nos fameuses négociations TAC et quota. Donc là, on est en train de commencer la négociation 2022. C'est le coup d'après. Donc là, je rappelle quand même que celle de 2021, elle vient à peine de se terminer. Là aussi, c'est quand même un test de la bonne volonté des parties. Et que derrière, dans 5 ans, on aura la fameuse clause où on remet à plat la répartition des quotas. Donc ça signifie que on a finalement très peu de temps pour prouver que ça marche, avant la clause de revoyure qui va nous obliger de toute façon à repartir dans un cycle de négociation globale. Donc le message que je délivre aujourd'hui, il est ni optimiste ni pessimiste. Je dis simplement qu'on est un peu à la croisée des chemins et qu'on va très vite savoir si il y a une piste de sortie dans l'impasse dans laquelle on est aujourd'hui. Merci beaucoup, pour ces ressentis, pour cette mise en perspective. Assurément ni optimiste ni pessimiste. Je pense que c'est le pragmatisme qui doit s'imposer. Et on verra par la suite. Malheureusement, c'est vrai qu'on a parlé de beaucoup de choses autour de la pêche. Vous évoquez le mot révélateur. On a tout fait dans le cadre de ces négociations pour éviter la variable d'ajustement.
Mais malgré tout, on aura des négociations annuelles qui pourront créer des rapports de force et rebondir sur d'autres sujets. Je retiens beaucoup de choses de votre intervention. Merci beaucoup, Monsieur Banel. Et je me tourne vers Martin Youel, qui est le représentant de l'armement Waterdance et qui aura l'occasion de présenter son armement. Je me tourne vers lui d'abord dans un premier temps parce qu'on a évoqué la mise en œuvre au niveau français, que maintenant on va se tourner vers la mise en œuvre plus opérationnelle d'un point de vue armement à la pêche, la réalité pour les bateaux, aussi bien du côté français que du côté anglais, mais en indiquant évidemment à Martin Youel que s'il souhaite réaliser aussi un bilan un peu global de la mise en œuvre du côté britannique avant d'aborder les problématiques qui sont forcément plus les siennes en tant que responsable d'armement, je lui en laisse bien évidemment le soin. Par avance, merci beaucoup Martin. Okay, thank you everyone. Time for you to put your headphones on. Firstly, I would like to thank Jean-Marie very much for the opportunity to be here. And for me, it's a great pleasure because for many reasons, it's been extremely difficult for us to interact and do the good business that producer organizations, for example, do day in, day out to ensure good dialogue and joint fisheries management. So it's a pleasure to be here. With our team from Waterdance and the Western Fish Producers Organisation, we're based in the southwest of England. We operate a mixed fishing fleet, which has 24 vessels. And I think there's a theme running through everything I hope to say, which is that with Brexit, everything has changed, but nothing has changed. So what do I mean by that? All the technical rules, the export, that is the bit where everything has changed. But the part where nothing has changed is that we need to be speaking. We need to be managing biological stocks of fish that move across national boundaries in sustainable ways. We need to tackle joint problems like the rising price of fuel, difficulty in recruiting crews, all of the common challenges which we've had the pleasure of visiting fishing companies here in Lorient, and we realize it's the same challenges that we face, that fishing businesses face all around Europe. So there's much more that joins us, really, than divides us in terms of what has happened in my view. I come from a fishing community, and it's interesting that fishing community anywhere in Europe looks very similar. The individuals change, but there's the market, there's the fishermen, there's the producer organization, there's the local politics, the national politics. So it's a picture which repeats itself, and it's very important that we see ourselves as in a form of common challenges, I believe, and being set against each other. We leave that to the politicians to grandstand and use fishing as a tool often, which we found frustrating at times. Sometimes our Prime Minister likes to solve problems he's created himself to look quite effective. And I think that in terms of some key challenges like consuming fish, making sure there's a sustainable income for fishermen, bringing young people into the industry, there's a lot we can work on together. For us, really, as an individual fishing business, I'll talk less about the politics and more about the challenges that we've faced. And those have been many. It's actually been a case in many ways of damage limitation, I would say, because we've faced such an uncertain and unstable environment through the combination of Brexit and COVID over the last 18 months, that it's been about survival. It's not always been about making a profit, but just getting through a very difficult period. And a key interdependence that we see between Great Britain and continental Europe is that we have relatively rich fishing waters, which are important to the European fleet. And you have consumers who appreciate high-quality seafood and are prepared to pay a fair price, and therefore the export to the market in Europe is extremely important for us. So for us, it was sensible that there was some kind of compromise, and that
we could both carry on doing what we needed to do, European vessels fishing in UK waters, UK companies exporting to the EU. So in terms of the Brexit deal, there was a lot of disappointment perhaps in the UK, but perhaps that was more presentational because there was so much build-up and so much expectation created by our politicians that wasn't really realistic. There had to be compromise, and there was compromise. It was really important that we avoided tariffs for export. That was crucial for us. But what we have seen in terms of impact on the markets is increased costs. So for the product we fish, it costs more money for that to leave the UK. And that's primarily down to administration. So as a fishing business, we are paying a greater levy to the fish market than we were paying before. So there's an immediate disadvantage for us as a fishing company in terms of profitability. Other impacts, for example, during the early months of 2021, we faced very severe disruption to export. Fortunately, most of those issues have been overcome, but for several weeks, whilst we were also in a national lockdown, we couldn't really get fish out of the country. Companies stopped exporting. We had a lorry load of fish worth tens of thousands of euros rejected at the port of entry into the EU, and the fish wasn't returned, so that was a loss, a big loss for a particular export company, which caused problems for confidence for those buyers going on to buy. We had quite a lot of confusion around the turn of the year. We all worked very closely together, and indeed the European buyers of seafood on the UK markets have kept faith, and we're thankful for that and are now buying in good volumes the products that we produce. In terms of the quotas that came to the UK, it was not a particularly happy Christmas reading the list of quotas for me with my Christmas hat on and my holidays spent reading the 1,200 pages of the Trade and Cooperation Agreement. But there was a feeling really that the pelagic sector in the UK did benefit quite significantly, but that in other areas the negotiation perhaps didn't go as well as some in the UK had hoped. So we have around 1,700 tons of North Sea sole, of which we'll catch nothing this year. But we also recognise that there had to be compromise on both sides, and indeed on the EU side, countries such as Ireland seem to be quite negatively affected by the quota movement. So it's not to disrespect the sacrifice made on the EU side, but of course when expectation is high and then you see the reality, that there can be some disappointment on the UK side. We found access to labour is a real challenge. So there are a number of Latvians, Lithuanians, for example, who have traditionally worked in the UK fishing fleet, and we're facing very different visa requirements now. Although fortunately, fishing has been recognised as a skilled profession, which we truly believe it is. It takes several years to be a competent fisherman, and obviously it's a difficult environment to work in. So there is a benefit that the UK government will allow immigration of fishing crews as skilled workers alongside chemists and medical professionals. And we genuinely think that was an important thing to recognise, the skill of those who go to sea. We lost international quota swapping, at least until June. It was probably the single biggest impact in terms of us as a company was the loss of that international quota swapping. So traditionally we have swapped with French producer organisations, with Emile in Belgium, and indeed Emile's members really lost out on their Bristol Channel sole fishing because of the uncertainty. We sent our vessels to fish that quota because we had no idea that we would be able to trade the quota from June onwards. So that was another area where we faced a lot of difficulty, but we're very, very happy actually that that's been reinstated. And it's one of the examples where the context we operate in has changed somewhat, but if there's something mutually beneficial to both sides, which the agreement included for those reasons, then we should absolutely use it. We shouldn't be shy to use some of the hard-won benefits of the agreement. There is some controversy around non-quota species.
And actually, one area where Brexit potentially could have some long-term benefits is the cap on non-quota species of 12,000 tons for UK vessels in EU waters has really forced the UK government to think carefully about how we manage non-quota species. And for a long time, we've probably underinvested in the science, despite the economic importance of things like crab, whelks, cuttlefish. So actually, that's a potential positive, and we're seeing some development towards that. But you can imagine the headlines when 12,000 versus 42,000 tons was announced in the UK. And indeed, non-quota species targeting has generally increased since the reference period, so that is potentially a source of difficulty in years to come. I think I'm getting the indication that I should wrap up there, but I'm sure there'll be more time for discussion and questions. So thank you for allowing us to take part. We're very, very happy to be here. Merci beaucoup, Martine, pour ce tour d'horizon très, très global. Tant j'en suis sûr, sur des problématiques qui auront concerné la plupart ou une très grande partie des flottilles britanniques, mais aussi celles plus pragmatiques qui auront pu affecter vos bateaux. Et je vous remercie pour votre introduction sur la partie dialogue, qui évidemment, en étant présent aujourd'hui, c'est déjà un signal très fort que vous nous envoyez, c'est évident. Et ce qui me donne confiance sur la deuxième partie de cette table ronde où on abordera justement ces questions-là et comment est-ce qu'on restructure, comment est-ce qu'on crée les espaces de discussion pour aller de l'avant conjointement. Donc vraiment, merci beaucoup Martine. Et je vais maintenant me tourner vers Jean-Pierre Levisage, le directeur de l'armement Scapèche, qui aura certainement écouté avec beaucoup d'intention l'intervention de Martine pour avoir pour partie été confronté à un certain nombre des mêmes problèmes. Enfin, ça, je lui laisse le soin évidemment de nous présenter au regard des activités de Scapèche, la mise en œuvre de cette situation nouvelle liée au Brexit et donc dans le cadre du TC1, comment est-ce que pour les différentes activités de ces bateaux, comment ça s'est mis en place depuis le 24 décembre finalement. Voilà. Merci beaucoup Jean-Pierre. Merci Jean-Marie. Oui, effectivement, au moins on s'est aperçu en discutant avec Martine qu'on avait à peu près les mêmes soucis et les mêmes aléas à subir, et le Brexit tel qu'il se présente n'est qu'un élément qui apporte un nouvel aléa dans une profession qu'on a déjà beaucoup. La mise en place des accords du Brexit pour nous a été forcément compliquée, comme pour tout le monde. Notre activité est basée beaucoup West Écosse. On a dizaines de bateaux qui travaillent au West Écosse et puis également en mer Celtique. Donc notre activité est complètement impactée par la zone Brexit, avec cette particularité qui nous est propre de travailler en base avancée sur l'Écosse. Donc ça a ajouté un problème supplémentaire puisqu'il fallait faire transiter le poisson par un territoire qui n'est plus européen aujourd'hui. Je suis tenté de dire que le réveillon du 31 décembre nous a donné le là de ce que devait être l'année, puisque on avait donné consigne aux bateaux n'ayant pas d'informations sur leur disponibilité de licence ou pas le 31 décembre à 23 h de quitter la zone. Donc pendant que la dinde cuisait, on était en train de surveiller nos mails et vers 22 h, je crois, on a passé consigne aux bateaux de faire demi-tour et de remettre cap vers le nord où ils avaient des licences et où ils pouvaient travailler. Et, somme toute, l'année aura été à l'aune de ce 31 décembre. Pierre Karleskind disait tout à l'heure que le traité avait été résolu en tous les cas exceptionnellement vite compte tenu de l'importance des négociations. Maintenant, à nous à dépouiller tout ça, l'utiliser, et on traite pas à pas, on apprend pas à pas de ce traité, et on n'a toujours pas fait le tour de ce qu'il était susceptible d'impacter dans nos activités. Pour ce qui nous concerne, on a été plutôt bien lotis puisque le problème de licence ne s'est pas fait sentir. Pour ce qui nous concerne, on a été doté de licences relativement tôt, et au moins ce problème-là ne nous a pas gênés.
Le problème des quotas que vous avez évoqué, notamment de l'heure très tardive, de la date très tardive de leur détermination, a beaucoup compliqué notre activité, puisqu'on est sur des zones et sur des espèces souvent à quota restreignant. Et on n'a pas pu gérer nos pêcheries comme on a l'habitude de le faire. Ça a été forcément quelque chose de très gênant. Et puis encore une fois, on apprend pas à pas. Donc il a fallu découvrir les contraintes administratives du Brexit. On en découvre à peu près tous les jours. Et la première conséquence pour nous, ça a été, encore une fois, je vous le répète, on travaille sur un système de base avancée, donc avec des bateaux qui débarquent au Royaume-Uni, en Écosse précisément, et du poisson qui revient par camion. Et donc il a fallu apprendre à traiter ces aspects administratifs. La première conclusion qu'on peut en tirer, et là je crois qu'on en est au stade des conclusions, c'est que ça rallonge énormément les temps de transit du produit, ça rajoute un aléa énorme, et ça renchérit beaucoup le coût de transport. Pour ce qui nous concerne, on doit prendre un surcoût juste pour la documentation sanitaire et administrative qui doit être de l'ordre de 300 000 € par an. Il se trouve qu'on travaille sur Lochinver. Alors pour ceux qui connaissent, c'est quand même pas la plus grosse agglomération du Royaume-Uni. Et il a fallu rapidement trouver un vétérinaire qui nous faisait les documents sanitaires. Ça n'a pas été simple. On a besoin de documents qui soient estampillés douane. Il n'y a pas de douane à Lochinver. Donc ça aussi, c'est des choses qu'il faut traiter. Et il a fallu le faire dans l'urgence malgré tout, et on l'a fait tout au long de l'année. Notre premier réflexe au début de l'année, ça a été de se heurter à une quasi-impossibilité à débarquer au Royaume-Uni, puisqu'on ne savait pas comment il fallait traiter tous ces éléments-là. Et on a donc commencé par débarquer et déplacer nos bases avancées sur l'Irlande. Forcément, ça a impliqué un mouvement assez important de bateaux et une remise en cause des usages et des habitudes et des espèces qu'ont débarqué nos bateaux. Et puis, sous un mois à peu près, on a pu retrouver nos bases en Écosse et travailler là-dessus. Autre illustration de ce pas à pas, Martine l'évoquait tout à l'heure sur les problèmes de main-d'œuvre que le Brexit a provoqué au Royaume-Uni. On a découvert quasiment du jour au lendemain que les transporteurs qui nous descendaient le poisson n'avaient plus de chauffeurs. Donc avant le Brexit, c'était bien, on avait du poisson dans les cales, et en l'espace d'une heure, on avait les camions nécessaires pour le transporter. Là aujourd'hui, on en est quelquefois à 2 jours pour pouvoir trouver un camion. Trouver un chauffeur, les camions existent, hein, mais trouver un chauffeur qui soit susceptible de descendre le produit. Une des conséquences directes, ça veut dire que des produits qui descendaient sous 36 heures, il nous faut quelquefois une attente de 24 heures en Écosse avant que le transport soit disponible. Voilà, au quotidien, les conséquences que tout ça a. Et encore une fois, l'accord est conclu, c'est vrai. Son interprétation, sa mise en œuvre réelle, pour nous qui sommes sur le terrain, on n'est pas au terme encore de tout ça. On a encore plein de choses à dépouiller et à apprendre à faire et à faire bien. Les premières conséquences, encore une fois, ce sont un surcoût à une exploitation qui est déjà difficile, des aléas supplémentaires, vous l'avez évoqué tout à l'heure, M. Banel, au travers des décisions un peu unilatérales techniques du Royaume-Uni. Et puis des délais qui sont beaucoup plus difficiles à tenir. Je crois que Martine a le même souci, lui travaillant sur du produit vivant, c'est encore plus prégnant. Encore une fois, on est sur de la pêche fraîche qui ne saurait ou qui ne sait pas trop supporter de retard. Ce que je retiendrai des perspectives, c'est que vous le savez tous, on est sur un métier qui est fait de beaucoup d'aléas sur lesquels on a relativement peu de prise. La météo, bien sûr, c'est la première chose à laquelle on pense. La présence ou l'absence du poisson, les règlements qui nous permettent ou pas d'y travailler. Et là, on rajoute un aléa. Et puis le coût du gasoil sur lequel on ne peut pas faire grand-chose. Le Brexit rajoute un aléa supplémentaire à notre activité, que ce soit pour les pêcheurs européens ou pour les pêcheurs britanniques, puisque Martine nous disait qu'ils étaient à peu près dans la même situation. Tout ça ne concourt pas à
un bon fonctionnement et surtout un bon état d'esprit au niveau des équipages. Là aussi, c'est un élément qu'il faut retenir. On est sur un métier en tension, sur lequel on a beaucoup de mal à recruter. Et les risques sur le moyen long terme qui pèsent sur notre activité malgré tout, les risques réglementaires qui viennent en plus presser sur les équipages font que pas dire que l'ambiance à bord soit très bonne et que ça concourt à ce qu'on puisse recruter et maintenir nos bateaux à la mer. C'est un élément supplémentaire, une conséquence directe du Brexit. Et puis, parmi les choses qui sont gênantes, aujourd'hui, jusqu'à présent, on allait avec une carte d'identité au Royaume-Uni. Encore une fois, on est en base avancée, donc on a des relèves qui se font par avion, donc des marins qui circulent de France vers le Royaume-Uni. Aujourd'hui, il faut un passeport pour se rendre au Royaume-Uni. Alors très bien pour les équipages fixes qu'on a dotés de passeports, mais quand on a un remplaçant à prendre au débeauté, on ne peut pas le monter en Écosse. Autant une usine à terre peut fonctionner avec un membre en moins, un bateau ne peut pas fonctionner avec un personnel en moins. Donc le jour où on trouvera un remplaçant qui n'aura pas eu la bonne idée de se faire un passeport suffisamment tôt, nos bateaux resteront scotchés à quai. Voilà à peu près les conséquences immédiates qu'on peut mesurer. Elles ne sont pas simples. Encore une fois, si je devais me résumer, pas de problème d'accès, contrairement à nos collègues et à nos partenaires de Boulogne qui ont eu des problèmes de licence. Nous n'en avons pas eu en termes d'accès. Pas de conséquences importantes sur nos quotas qui n'ont pas été sérieusement entamés, mais une gestion difficile des pêcheries eu égard à la date très tardive d'obtention de ces informations. Et puis un aléa supplémentaire et réellement beaucoup de complications qui, au moment où je parle, ne me permet pas de vous dire que notre exploitation, en l'état de la réglementation, sera pérenne. Je ne préjuge pas de ce que ça donnera dans 6 ans. Très bien, merci beaucoup Jean-Pierre pour ce tour d'horizon, là aussi très, très complet. Et malgré tout, j'ai trouvé assez positif dans le sens où quand on se dit par rapport à votre activité, venir cumuler des crises sanitaires, parce qu'on était aussi en période Covid, plus la première année de mise en œuvre de l'accord de commerce et de coopération, je doute que les problématiques ont dû être nombreuses et qu'en lien avec tout ce que vous avez présenté, je me doute aussi qu'au sein de l'armement, il y a dû avoir énormément d'heures de travail pour essayer de gérer les multitudes de problèmes ou de questions que vous vous êtes posées. Alors, merci beaucoup. Comme indiqué en début de table ronde, on va maintenir ce format, c'est-à-dire que s'il y a des questions ou des besoins de précision, et aussi pour répondre à l'intervention de Martine de tout à l'heure, ce sera à partir de midi où les participants, les membres présents dans cette salle pourront vous poser des questions, mais on est tout juste dans le respect de notre timing indicatif, et donc on va pouvoir se tourner vers le deuxième temps et commencer à regarder un peu quelles sont nos perspectives. Alors, pour que la salle se prépare, le prochain intervenant sera Baridis, donc vous pouvez déjà vous équiper en termes de casque. Et on va essayer d'aller un petit peu plus loin que la situation dans laquelle on est rendu aujourd'hui, où s'il y a déjà des choses qui sont claires, qu'il va encore, clairement, on va encore continuer à apprendre, qu'il y aura certainement des surprises, des coups durs, des gros challenges à affronter des deux côtés. Il y aura aussi des challenges qui vont concerner les deux industries en même temps et parallèlement. Et avec potentiellement, pour de tels challenges, des réponses qui pourraient, de manière opportune, être travaillées, discutées ensemble, alors même que ce nouveau contexte Brexit, et à tort ou à raison, par moment, j'ai un peu envie d'appeler quelque part comme une guerre froide, il est aussi venu interdire et mettre fin à tous les espaces de discussion qu'on connaissait entre nos industries. Je pense bien évidemment, en me tournant vers Émile, au sein des conseils consultatifs, la participation des représentants anglais, elle n'est plus aussi automatique, loin de là, elle est beaucoup moins facile.
Toujours en me tournant vers Émile, les OP britanniques qui, pour certaines d'entre elles, étaient des membres historiques de l'Association européenne des OP, ne sont plus parmi nous. Et aujourd'hui, on fait face à finalement une impossibilité de dialogue régulier, formel, constant, et qui quelque part nous manque certainement au regard de certains enjeux. On a parlé de la problématique Cabillaud-Svalbard pour la Norvège, il en va de même pour le maquereau. Moi, pour dire les choses plus clairement, la défense de nos intérêts purs et durs vis-à-vis de certains mouvements des ONG environnementales, où je pense par exemple à la problématique du chalutage dans les aires marines protégées, qui à l'évidence pour moi nous concerneront vraiment aussi bien l'industrie britannique que l'industrie européenne, et je ne doute pas que les ONG environnementales travaillent sur ces questions-là absolument des deux côtés. Donc quelque part à la fois des besoins de discussion pour défendre nos intérêts mutuellement là où ça fait sens, et malgré tout ce contexte de guerre froide et de nouvelles situations post-Brexit qui aura finalement coupé tous les ponts et tous les espaces de discussion où on discutait habituellement. Alors pour commencer à appréhender ces perspectives, je vais commencer par donner la parole à Barry Dees, qui va nous faire part de son point de vue sur ces sujets. Voilà, par avance, merci beaucoup Barry. Thank you very much, and thank you also for this opportunity to speak to you at this important event. I'm sorry I can't be with you in person. I'm speaking to you from my kitchen, which is where I've been since March 2020. The last time I was at a physical meeting, apart from one or two, was with Emile in Madrid in March 2020. So yeah, it's been a long time. I'd like to start. I mean, I think it is important to look to where we are now and to look to the future. I'd like to start by just a short reference to the past, which was more than 20 years ago. A scientist from Brittany, I think, Alan Larec, who was head of conservation within DG Mare. And at the conference in London, he gave a very short summary of the situation as he saw it. And he explained that the resources, fish resources, are in the north. He said that round about the UK and Ireland, there's a very large continental shelf that was the basis for habitat for a very large number of species. Then he turned to markets. He said, the markets are in the south. In the south, fish is regarded as the epitome of culinary delight. It is regarded with respect. Whereas in the north, eating fish is regarded as some kind of punishment. So I think that said something about the context that we're talking about today. I think, of course, I've worked with Emile and others in the advisory councils for many, many years. And I always thought it was helpful if I could describe the other side's feelings, the views from the other perspective as a basis for finding consensus. My perception of the views in France are that there was initial jubilation at Christmas 2020 that the status quo had in very important respects been retained. There were relatively minor adjustments to quota shares. I have to give a correction. It's not 25% of the EU's quotas. It was 25% of the value of what the EU caught in UK waters. That's a very different number. But again, from a French perspective, access to fish in UK waters had been maintained, including the 6 to 12 mile limit.
The Commission, in its views expressed after the agreement was signed, was that it was certain that there were sufficient dissuasive powers to prevent any radical departure from the TCA after 26. And I think the view within France and the EU was this was as it should be, because French vessels had been fishing in what is now the UK EEZ for generations, if not centuries. So that's my perspective of what the views were in France. The perspective and perceptions in the UK was that I think right across the fishing industry, we understood immediately that our government had prioritized a trade deal over fishing rights. And many will say, well, of course they did, because the economics pointed in that direction. And that is correct. But it went contrary to all of the assurances that had been given right from the top of government. So I think it says something about what weight we should put in politicians' promises. The point, I think, here is that what was agreed in the TCA was very different from what other coastal states take for granted under international law, under UNCLOS. And perhaps the most frustrating aspect was that we would not have an exclusive 6 to 12 mile limit. We would not have a 12-mile limit that was reserved for our coastal fishermen and managing it for those fishermen, which is what other coastal states enjoy. And as I say, we regarded the changes to the quota shares as marginal, with the exception of mackerel, I think. And there were areas of acute quota shortage, for example, Eastern Channel cod, where the UK share is 9%, the French share is 84%, that went unaddressed. So I think we have these very different perspectives. But 10 months on, I think there's a growing recognition in France that what has been achieved is not actually the status quo, that the TCA may have protected important aspects of the French and EU fishing rights in UK waters. But it's not as it was before. Things have changed quite radically. In the UK, there's an understanding that we are worse off. We are worse off in 2021 than we were in 2022. And we recently published a report that quantified that, prepared by a retired civil servant. Instead of being 148 million better off that the Commission, that the UK government indicated, and in fact, we're something like 300 million worse off. I think in France, the small print of the TCA, that when that is looked at, particularly in reference to the 6 to 12 mile limit, requires evidence of activity during the period 2012 to 2016, and of course, that is the area of friction at the moment. The other area where I think there's a recognition that things have changed and will change is, this phrase regulatory autonomy, that over time the UK can diverge from the common fisheries policy in ways, as long as the measures are scientifically based on good management principles. The parties inform each other, and they are non-discriminatory. And I think this is something that will be quite significant in the future, particularly as with the new domestic legislation that we have, the Fisheries Act 2020, fisheries management plans will be the basis for a departure from
the body of law that currently is retained, essentially the common fisheries policy with a few changes. That is enshrined in UK law at the moment, but over time there will be a divergence. So, what have we learned? I think what we've both learned, if we didn't know before, that there can be a very large gulf between politicians' rhetoric and reality, especially if there's a referendum or a presidential election looming. So I think that's something that we need to take into account. Again, looking forward by looking back, there are many examples where the UK fishing industry has worked collaboratively with our European colleagues. The Channel Midwater Agreement is one important area that reduces frictions between mobile gear and static gears. And then there's the regional advisory councils, both in the North Sea and Western Waters and other areas, where we did a lot of good work together in trying to shape the common fisheries policy. I must say that after co-decision arrived, despite the fact that it was a move towards regionalisation, we still found the common fisheries policy heavily centralised, very remote from the fisheries that it was trying to manage. And I think this was common ground right across the fishing industries in Europe. There was something called the European Fishing Action Group that France and Britain in particular, but also with Dutch and Belgian fishermen convened and was quite active. So I think the point here is that when there are external threats to the fishing industries, we can find unity to face those external threats. And I think there were bonds of affection and respect that followed that collaboration. I mean, if I'm honest, I don't know what the future holds. The fishing seems to be very much at a crossroads, a political crossroads, and a crossroads in time. And I'm not just talking about the TCA, although that's a very important part of it. One of the biggest threats that we face are displacement from areas that are designated for offshore wind farms and other renewables, and also marine protected areas. 38% of UK waters are now designated as marine protected areas of one kind or another. And the Green Lobby, it takes very different forms at very different times. But in recent years, I think it's true to say that it has shown its very aggressive legalistic side and has access to very extensive funding. And I think that represents a challenge for the fishing industry. Climate change is another area, and changing patterns of fish distribution, where we have quotas that are based on relative stability or adjusted relative stability. Does that make sense anymore? How are we going to adjust our management to these kind of changes? So I think some of your and instability. I think that things are not going to be more stable in the future. I think that the gulf between the UK's status as a coastal state and the TCA means that fishing rights are likely to be a source of friction for a long time ahead. That's something that will have to be managed. There's always the potential for fishing to become weaponized by the politicians. And I think that's something that we need to recognize and try to mitigate. And Martin Ewell mentioned non-quota stocks. The value of non-quota stocks landed into England and Wales is more economically important than quota species. This is a huge issue. This is a massive problem that we will have to take into account. On the other hand, we share
over 100 stocks, and cooperation is just not a legal requirement under the under UNCLOS or under the TCA. It is actually an existential obligation. If we fail to manage exploitation, we're all going to be losers. And so there's a powerful incentive there to find ways to cooperate despite the areas of friction. And I don't minimize those areas of friction, but it's important that we find ways to overcome that. I think the combined effect of offshore wind, marine protected areas, and an aggressive, well-funded environmental lobby has the potential to generate a huge amount of fleet displacement and disruption. And I think that's something that we have common ground on. So I suppose my message is that we have found ways to cooperate in the past. The aim, I think, should be to find our way to a new equilibrium. And I hope that you have found that useful, if not necessarily comforting. But I'd be very happy to talk through the issues that I've mentioned. Thank you. Très bien, merci beaucoup Barry. Une intervention là aussi qui a couvert de nombreux aspects, mais qui finalement dans sa dernière partie faisait assez bien la synthèse de tout ce que vous avez pu décrire. Où je retiens qu'il y a des sujets que vous avez évoqués, notamment sur l'aspect spécialisation de la mer et ces nouveaux enjeux que vous avez identifiés comme une nouvelle menace, que ce soit vis-à-vis des éoliennes en mer ou des aires marines protégées, pour laquelle je retiens, et sur d'autres sujets aussi, pour laquelle je retiens que la coopération est presque une obligation et qu'on a en tant que telle des mécanismes de défense presque naturels à coopérer sur ces sujets-là. Mais encore faut-il qu'au regard des frictions qui sont les nôtres sur un certain nombre de sujets, le dialogue parvienne à se créer. Alors je pense que quand vous rappeliez l'histoire et le fonctionnement à l'origine des conseils consultatifs, pour se rappeler d'où on vient et de savoir vers où on veut aller, ce sera certainement précieux de se rappeler ces contextes de constitution des conseils consultatifs pour éventuellement essayer d'organiser la coopération et la discussion entre nos deux différentes structures. Nos deux industries, pardonnez-moi, excusez-moi. Donc merci beaucoup Barry. Je vais désormais me tourner vers Émile Broucard pour la continuité, notamment vis-à-vis des discussions, conseil consultatif, dialogue. Émile, finalement, ce sera la même question pour tout le monde. Les frictions sont évidentes, plus d'espace ou plus de canaux de discussion, mais évidemment des problématiques sur lesquelles des alliances nous seraient pour tous utiles et certainement profitables. Mais est-ce que le temps est venu? Est-ce que les conditions sont là? Est-ce qu'il y a lieu de reprendre le dialogue pour organiser la meilleure défense de nos industries? Et comment faire? Question très ouverte et compliquée, mais je vous remercie par avance pour tes appréciations. Merci Émile. Merci Jean-Marie, et aussi pour l'introduction avant. Il y a référence à mes chapeaux belges, mes chapeaux du CC, et bien sûr le chapeau que j'ai aujourd'hui, c'est l'Association européenne des organisations de producteurs. Actuellement, peut-être d'abord, je vais dire, avant de répondre à la question, il faut quand même aussi qu'on fait une petite histoire sur ce qui s'est passé dans cette organisation, dans cette association, dans ces derniers mois, disons. Tout d'abord, cette année-ci, on a 27 OP reconnus qui sont membres de notre association, de 9 États membres. Et ce qui est important pour marquer aussi que même en 2020, on en avait encore 32. Il y en avait 5 qui étaient en fait provenance d'un pays qui n'était plus pays membre. On était en phase de transition, mais quand même, il y avait clairement une envie de coopération et une envie de défendre ensemble les intérêts de la pêche jusqu'à la fin de la transition qui a eu lieu.
malheureusement, ça n'a pas pu continuer avec la fin de la transition cette année-ci. Pour l'AOP, il y avait l'année passée et les années précédentes l'espoir de trouver une entente de proche du status quo de ce qu'on avait, parce que bien que, comme Barry a marqué, les commentaires qu'on avait tous ensemble sur le PCP, c'est des choses qu'on devrait quand même, qu'on connaissait comme base de coopération, et pour trouver ensemble les choses à considérer. Mais comme AOP, on ne s'est pas impliqué dans les négociations sur, disons, ce qui est devenu à la fin de l'accord de commerce et de coopération. Là, on avait une organisation avec tous les industriels ou les professionnels européens, des représentants des professionnels sur le plan pour considérer ces choses-là dans l'organisation European Fisheries Alliance, qui était beaucoup plus important pour être lié avec ces négociations. Par contre, comme on a entendu ici, pour la France, mais aussi les autres membres de l'AOP ont suivi ces négociations jusqu'au soir du 24 décembre, individuellement, bien sûr, dans leur État membre, dans leur pays. Mais une fois que ces accords résultaient dans des négociations bilatérales et trilatérales entre l'Union européenne, le Royaume-Uni et le Norvège, qui a été mentionné ici, l'AOP a suivi ça de très proche. C'était le début d'être concerné par cette problématique pour l'AOP. Par exemple, il y a eu une lettre à la Commission à ce moment-là pour demander d'impliquer l'expertise des membres de notre association dans la négociation pour les opportunités de pêche qui ont commencé à ce moment-là. D'autres actions de l'AOP étaient sur les conséquences de Brexit qui ont été mentionnées aussi déjà dans ce forum. C'était les accords, l'impact pour cette nouvelle situation sur les accords avec la Norvège, et spécifiquement le Svalbard, le cabillaud arctique et les quotas de maquereaux qui étaient affectés sur ce point-là. On est intervenu là-dessus avec un avis. Et aussi, depuis le début de l'accord de commerce et de coopération, l'AOP a demandé un système d'échange de quotas. Et ce qui est actuellement en place, comme on a bien entendu, a l'air de bien marcher. Alors quand même, c'est une réussite pour travailler sur la coopération qui est certainement nécessaire. À part de ça, pendant les négociations sur les opportunités de pêche, l'AOP a régulièrement demandé à la Commission d'avoir des plans B en place parce que ça durait. Et à la fin, c'était fin juillet, effectivement, que des accords ou des opportunités de pêche pour l'Union européenne ont été décidés, finalement, pour 2021. Et c'est clair que c'est une chose qui n'est pas répétée pour nous pour 2022. Et c'est pour ça que l'objectif de 10 décembre, qui était mis en avant dans l'accord, pour avoir des accords bilatéraux et des trilatéraux, est très important pour notre association. Organisation de producteurs, ça veut dire qu'on a aussi une étude, une vision sur les conséquences pour les marchés. Et là, l'impact Brexit, on a quand même fait la conclusion que ça a été principalement masqué par la situation Covid, par la pandémie. Alors là, c'était quand même aussi pour notre association et pour les OP une chose positive que dans la situation négative pour les situations de marché. Les points de suivi qui sont chez nous actuellement, c'est, comme mentionné ici, c'est les problèmes logistiques, comme l'utilisation des ports britanniques qui ont été mentionnés, et pour débarquer des navires de pêche, mais aussi des routes naturelles de transport qui transitaient le Royaume-Uni. Par exemple, quand on a des opérations en Irlande, c'est pas logique de faire tout le tour tout le temps pour venir chez les autres pays européens.
Et généralement, bien sûr, c'est une tâche de l'AOP de suivre l'exécution de l'accord de commerce et de coopération. Et spécifiquement, il y a le renouvellement qui est un grand sujet aussi des licences et surtout la finalisation des licences qui c'était toujours en cours. Dans les licences dans les eaux britanniques, mais là, c'est clair que ce n'est pas vraiment une organisation, une institution européenne qui sera concernée. Ça reste quand même les pays membres, mais et ça restera sur nos ordres de jour pour nos réunions pour suivre. Point de suivi important, c'est la façon dont va marcher le comité spécialisé pour la pêche qui est dans les accords. Et sur ce point-là, comme aussi les CC, l'AOP demanderait quand même de penser à des experts professionnels qui pourraient être présents dans ce comité pour regarder les points qui ont été abordés aussi bien du côté européen que du côté anglais ici, que des points de discussion qui sont très importants. Spécifiquement, c'est important pour tout, et je ne vais pas les répéter parce que la liste est trop longue, mais c'est important de trouver des règles de jeu équitables. Ça, c'est l'objectif de cette implication des professionnels aussi dans ce comité spécial. Et là, je pourrais quand même donner l'exemple des mesures techniques qui sont des réglementations qui commencent à être différentes, qui rend l'opération difficile quand on traverse d'un côté des eaux britanniques aux eaux européennes. Et là, c'est une chose qui est importante pour être suivie de très proche. Bon, l'objectif pour l'AOP sur ce point-là, c'est de trouver à la fin, et c'est très général ce que je vais vous dire, mais c'est un peu on peut dire la conclusion de tout ce qu'on a entendu, où est-ce qu'on veut arriver. C'est de la cohabitation en mer, bien sûr, et la coopération entre professionnels et leurs représentants pour obtenir la durabilité pour tous les secteurs qui sont concernés, pour toute l'industrie. Et la durabilité, c'est clair, avec toutes les choses mentionnées, qu'on parle de la rentabilité, l'aspect social et le respect pour l'environnement. Et comme mentionné par beaucoup d'intervenants, il faut qu'on adresse ensemble tous les challenges qui sont autour des défis qu'on vient d'entendre. Merci. Merci beaucoup, Émile. Là aussi pour ce bilan complet réalisé au niveau de l'ensemble des organisations de producteurs européennes. Alors au moins l'ambition est donnée sur cette volonté partagée de travailler sur un certain nombre de sujets. La cohabitation, le level playing field, la durabilité, incluant les trois piliers du développement durable. Après, je pense que là où nous en sommes aujourd'hui sur les voies et les moyens de nos discussions et de comment on organise ces discussions entre les différentes industries, incluant évidemment les partenaires britanniques, est encore quelque part à imaginer. Cette question restant ouverte, je me tourne maintenant vers Jean-Luc Hall, qui aura peut-être des suggestions à nous faire sur ce sujet-là. C'est vraiment les mêmes questions que j'ai posées à Barry Dees et à Émile Boucard que je vais vous adresser. Des frictions évidentes, mais en même temps des sujets d'intérêt pour nos deux industries. Un contexte où le dialogue a été rompu et rendu difficile parce qu'il n'y a plus ces forums de discussion et du coup sur comment on peut faire, des conditions, comment ça pourrait s'organiser. Est-ce que c'est de notre intérêt dès à présent ou non de reprendre et d'organiser un travail? Voilà, je vous remercie Jean-Luc Hall pour ces précisions, certainement bien difficiles à apporter. Il faudra être imaginatif. Merci beaucoup. Oui. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Et vraiment félicitations pour la composition de cette table ronde, parce que j'ai entendu aujourd'hui des choses très sensées. Notamment dans le discours de nos pêcheurs britanniques. Je les remercie très sincèrement. Et passer derrière Barry, finalement, c'est assez difficile parce qu'il a dit,
il a dit tout ce que je pensais vous dire. Aujourd'hui, je vais vous raconter une anecdote. J'ai été interviewé la semaine dernière par une télévision tchèque. Et lorsque je lui expliquais les raisons pour lesquelles ça a chopé, le journaliste me faisait remarquer que c'était un petit peu dommage de se battre pour quelques dizaines de licences, alors que l'essentiel est ailleurs. L'essentiel est ailleurs, on l'a vu ce matin. On a des quotas qu'il faut gérer, on a une ressource qu'il faut gérer, on a des échanges de quotas, on a vraiment organisé notre activité de pêche des deux côtés d'ailleurs, hein, côté Royaume-Uni, côté Union européenne, parce que notre avenir est fortement lié. Il ne peut pas y avoir une partie qui tire les marrons du feu et puis l'autre qui regarde. Donc on a vraiment besoin de retrouver effectivement des enceintes pour continuer à échanger entre nous. D'ailleurs, la présence de pêcheurs britanniques dans la salle montre que s'ils sont ici, c'est qu'ils considèrent qu'il y a effectivement un intérêt réciproque. Alors, j'ai pas vraiment de solution à proposer, mais ce que je sais, c'est que pour les îles anglo-normandes, il faut essayer de retrouver une enceinte parce qu'il y a des mesures de gestion à décider ensemble. On va pas laisser décider des mesures de gestion qui seront pas forcément très cohérentes de manière unilatérale. Il y a des équilibres à retrouver. J'écoutais Barry tout à l'heure très attentivement évoquer nos affaires de quotas, puisque avec différents changements, il y a des changements climatiques, etc. Et aujourd'hui, on a le sentiment qu'on reste sur des choses qui ont été fixées de manière historique et on ne prend pas en compte les évolutions. Il y a probablement à trouver un moyen d'être un peu plus réactif et pas rester forcément sur des choses qui sont figées, alors que la réalité est tout autre. Et je pense que nos professionnels sont sans doute ceux qui connaissent le mieux les milieux où s'exerce leur activité. Et il faut peut-être reprendre un peu le pouvoir et pas laisser le pouvoir seulement aux politiques et pouvoir faire entendre sa voix. Alors il y a un comité spécialisé pêche qui est prévu par l'accord qui a été trouvé en décembre de l'année dernière. Je crois qu'il y a eu une première réunion, mais qui était une réunion d'installation, et je sais qu'il y a une attente très forte de la part des professionnels pour y être associés. Alors sous quelle forme? Là encore, il faut faire preuve peut-être d'imagination, il faut faire des propositions. Ce qui est certain, c'est qu'il faut trouver le moyen de faire entendre sa voix. J'ai pas d'autres, je n'ai pas d'autres solutions à vous proposer. C'est vrai que les conseils consultatifs ont montré leur utilité. C'était une enceinte tout à fait intéressante. Alors, est-ce que ça a du sens aujourd'hui de dire on continue à y accueillir nos voisins britanniques? Je ne m'avancerai pas, mais sur certains sujets, ça peut être intéressant de les inviter sans doute pour discuter. Voilà ce que je pouvais vous dire. En tout cas, j'ai trouvé beaucoup de clairvoyance dans les discours de nos voisins britanniques aujourd'hui. Et ça prouve une chose, c'est que même, pour reprendre une formule que nous avait dite notre directeur des pêches tout de suite après l'accord, certes, plus rien ne sera comme avant, mais il y a au moins une chose qui sera encore comme avant, c'est que nos voisins britanniques restent européens, même s'ils sont sortis de l'Union européenne. Et on a vraiment à trouver comment gérer au mieux notre ressource, puisque on a tendance à dire que souvent le poisson naît sur les côtes françaises et il migre vers les côtes britanniques pour grossir. Donc vous voyez bien que notre avenir, encore une fois, il est lié. Voilà ce que je voulais dire, parce que je crois qu'il y a un petit temps, notamment pour les questions, et je sais qu'après il y a un déjeuner, et je vois que certains commencent à avoir faim. Merci beaucoup Jean-Luc, vous me facilitez la tâche. Je vais laisser la parole effectivement à la salle avant de tenter une synthèse des conclusions, mais je vous rejoins sur
sur la tonalité de certains messages d'aujourd'hui qui rejoignent totalement l'esprit constructif et l'esprit de ce qu'on s'était fixé pour objectif pour aujourd'hui, et à la fois comme élément, j'espère, d'amélioration pour nos flottilles respectives. Voilà, on est bien d'accord sur ce sujet-là. Maintenant, la parole est à la salle, pour qui veut, si vous avez des questions vis-à-vis de toutes les interventions, présentations qui ont été faites ce matin. Si vous voulez, c'est maintenant. Oui, bonjour à tous, Yves Fouison, les pêcheurs de Bretagne. Hier, nous avons eu l'occasion d'échanger avec Martine, et justement, c'est des choses qu'on ne pouvait pas faire depuis un certain moment, vu le contexte particulier du Covid qui nous a empêchés d'échanger directement en dehors des visioconférences. Mais la conclusion était, de notre rencontre était ce que j'ai entendu aujourd'hui, c'est-à-dire la nécessité d'échanger, et que les professionnels et les pêcheurs ont toujours des choses en commun à échanger. Donc, certes, la mauvaise foi du gouvernement britannique, ça, je peux l'entendre, mais je vois aussi que elle est un peu, enfin, certainement proportionnelle à l'autisme de la Commission européenne. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est que l'Union européenne et le Royaume-Uni nous donnent un cadre de dialogue et d'échange avec nos collègues britanniques, parce que de toute façon, les pêcheurs ont toujours besoin de parler ensemble et de retrouver un cadre de discussion pour régler les problèmes. Pour ceux qui sont là depuis quelques années, avant que les conseils consultatifs existent, et c'est le sens de ce qu'a souligné Baridis, il existait des associations ou des réunions informelles entre pêcheurs bretons notamment et britanniques, où justement on échangeait de tous les problèmes communs qu'on pouvait rencontrer. Donc je pense qu'il est très important qu'on puisse évoluer dans ce sens, et que l'autre point que je voulais souligner, c'était que dans la nouvelle relation telle que l'a souligné monsieur le directeur des pêches, Éric Banel, c'est plus comme avant, certes, mais il va falloir que les États membres continuent à exister dans cette nouvelle relation bilatérale entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, parce que je pense que le sens politique des Britanniques et j'ai envie de dire, aujourd'hui, n'ont de compte qu'à rentrer à eux-mêmes, face à la naïveté parfois des fonctionnaires communautaires qui, eux, quelque part, s'en foutent des conséquences sur les territoires. Il est important, les choses changent, mais que les États membres puissent toujours peser dans la négociation, parce que si depuis le 1er janvier 2021, on a l'impression que voilà, on a l'accord, et puis maintenant c'est nous, Commission européenne ou Union européenne, qui discutons avec les Britanniques. Il est important, et je pense que c'est un message fort à passer aux professionnels et à l'ensemble des acteurs de la filière, qu'on sente que, pour ce qui nous concerne, la France, mais Émile, la Belgique ou autre, que la voix des États membres est prise en considération, et qu'on peut continuer à peser dans la négociation et dans les discussions. Au-delà de pouvoir élargir les débats à l'expertise des professionnels, comme l'a souligné Émile, et qui est une des demandes fortes de l'AEOP. Voilà. Bien, je vais prendre encore deux ou trois questions, et puis après je laisserai le soin nos invités de répondre s'ils le souhaitent. Est-ce qu'il y a encore des demandes de parole ? Laisser la parole à monsieur Banel. Je pense que l'intervention d'Yves le concernait en premier lieu, et on verra après s'il y a des dernières questions ou si on pourra conclure. Merci. Je pense que la question nous concerne tous, et ça a été très bien dit par les derniers participants. On a besoin, en effet, d'un cadre
qui aujourd'hui nous permettent d'organiser la relation future. C'est ce qu'on cherche à construire depuis maintenant plusieurs mois. Et donc ça suppose d'avoir un espèce de dialogue au niveau européen. Et ça, c'est le comité spécialisé dont on a parlé. Il faut qu'il se mette en place, il faut qu'il commence à travailler. Et la liste des sujets, comme je l'ai dit, donc, elle est vraiment très longue. Et d'ailleurs, donc, en effet, je pense que chacun a bien insisté sur les sujets donc, prioritaires. J'ai entendu parler des espèces hors quota, donc j'ai entendu parler de la concurrence équitable, du level playing field. Mais au fond, donc, derrière donc, les sujets à traiter, c'est d'abord une méthode à mettre en place. C'est-à-dire être capable de se parler, être capable d'aboutir, être capable donc d'être dans un process continu et non pas d'être dans les postures. Donc pour moi, c'est d'abord une question de méthode. Donc ça, c'est au niveau communautaire. Et après, là où je suis tout à fait d'accord, et je l'avais souligné tout à l'heure, c'est qu'il faut aussi qu'on retrouve des espaces de dialogue qui soient des espaces de dialogue au niveau des États, voire même au niveau local, avec les territoires. Notamment, je pense aux îles anglo-normandes, parce que donc là, on est, je rappelle, à 20 km donc, des côtes de la Manche. Donc il y a un moment où il faut qu'on puisse se parler, et aussi avec les professionnels. Mais ça, on en est donc parfaitement convaincu. Donc je pense que là le test, donc j'ai insisté là-dessus tout à l'heure, c'est notre capacité est collective, donc puisqu'on est dans le collectif, donc à faire aboutir donc les sujets qui sont aujourd'hui pendants, de façon donc à crever l'abcès, donc et à nous permettre donc de nous concentrer sur ce qui a été dit aussi, donc sur l'essentiel, c'est-à-dire que au fond l'essentiel, c'est de permettre aux pêcheurs de continuer à travailler, donc au marché de continuer donc également à fonctionner, et donc à nos entreprises donc, de continuer à créer de l'activité et de l'emploi. C'est quand même ce qu'on cherche donc, au final, hein, et pas à se perdre dans les méandres de procédures donc, ou de réunions qui n'en finissent pas. J'imagine que tu veux... Oui. Sur cette année 2021, les choses peuvent paraître aller lentement, mais les choses en fait se sont accumulées de façon tout à fait, là aussi, hors norme. Il a fallu tout gérer en même temps. Et quand tu évoques la mise en place préalable d'une méthode pour pouvoir travailler et se parler, en fait, tout le travail qui est fait pour mettre en place cette méthode, elle se fait en même temps que la mise en place de cet accord qui est le plus vaste et le plus large et le plus grand de tous les accords de pêche qu'on n'a jamais signés avec une partie extérieure. Et en même temps, en fait, ce qui est tout à fait aussi hors norme, c'est qu'on n'a pas pu se voir, quoi. Je veux dire, une partie des relations entre les Européens qui se fait autour d'un café, qui se fait autour d'une bière, qui se fait de façon conviviale, qui s'est toujours faite comme ça. Et on s'est retrouvé avec la percussion de ce truc monstrueux qui nous tombait, qui s'appelait le Brexit, et d'un truc dramatique qui s'est appelé la Covid. Donc, effectivement, cette année 2021... 9 mois après la mise en œuvre, le début de la mise en œuvre du Brexit, elle nous paraît à la fois inachevée et on voit devant nous encore une montagne sur laquelle il faut travailler. Sur le traité lui-même, il contient un certain nombre d'indications qui donnent pouvoir au Conseil de partenariat, parce qu'on parle beaucoup du Conseil de partenariat, mais pourquoi faire? En fait, il y a un certain nombre d'indications, du Conseil spécialisé, mais le Conseil spécialisé, en fait, travaille sous le chapeau du Conseil de partenariat. Le traité donne pouvoir au Conseil de partenariat, donne un certain nombre de pouvoirs en termes de souplesse sur la mise en œuvre, sur éventuellement, même c'est écrit tel quel, mais je ne veux pas non plus donner trop d'espoir sur ce qui est faisable, parce que ça reste encore à établir, mais d'amendement du traité lui-même. Donc il faut bien comprendre que là aussi, il faut mettre en place la méthodologie en place, et c'est extrêmement important, mais cette méthodologie, elle doit permettre de faire vivre ce traité qui aujourd'hui n'est pas... J'allais dire, c'est pas une chose définitive, complètement fermée. Il y a des possibilités dans les années qui viennent, mais une fois de plus, ça demande un tout petit peu de temps pour être mis en place. Mais c'est extrêmement important de comprendre que les choses ne sont pas fermées, bloquées dans tout ça. Et tout ce travail qu'on fait aujourd'hui sert à l'évidence à donner les pistes de ce sur quoi il va falloir travailler dès que tout ça sera en place. Merci beaucoup à tous les deux pour vos précisions. Je regarde une dernière fois la salle pour d'éventuelles questions. Très bien. Bon, on va conclure là-dessus. Je pense que vous aurez, près de 10 mois après l'entrée en vigueur effective du Brexit, le chaos, le scénario du pire auquel on pouvait s'attendre n'a donc pas eu lieu grâce à ce traité de commerce
et de coopération qui a commencé à être mise en œuvre depuis le début de l'année. Très clairement, de nombreuses choses ont changé. Et comme l'a indiqué notamment Jean-Pierre Levisage, il reste encore certainement de nombreuses choses à en découvrir, et on sera encore certainement dans les semaines et dans les mois qui viennent dans une logique du pas à pas et dans une logique du étape après étape pour essayer de comprendre comment les choses peuvent marcher au mieux pour les intérêts de tout le monde. En termes de changements, j'ai retenu évidemment des changements importants en matière de gouvernance, sur la façon dont un certain nombre de discussions, notamment en lien avec la fixation des quotas, avaient été amenées à changer du fait de ce nouveau cadre. Sur les quotas, des retards pris sur trouver les mécanismes pour la réalisation des échanges de quotas ou une date pour la fixation définitive de ces quotas, trop tardive cette année, qui aura été pénalisante pour tout le monde. Et on va simplement espérer que, comme c'était la première année où ce type de discussion avait lieu, pour les années futures, les choses pourront se passer plus rapidement. Enfin, évidemment, dans les choses qu'on a découvertes, ou évidemment avec des changements, toutes les questions d'accès aux eaux qui évidemment prennent une tournure nouvelle, toutes les questions liées aux formalités administratives, notamment dans le cadre des exportations ou importations de poissons. Alors, évidemment, tout ça nous aura demandé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour apprendre ces éléments-là. Évidemment que ça aura généré des surcoûts, et on va simplement espérer que petit à petit, des solutions opérationnelles soient créées pour les limiter le plus possible. Et peut-être pour conclure, puisque ça a été dit plusieurs fois, la pêche est certainement aujourd'hui à la croisée des chemins. On voit qu'elle génère encore énormément de crispations, qu'elle en est rendue à un stade très politique. Alors certes, on attend beaucoup de la mise en œuvre du CSP. On a aussi évoqué le besoin de renouer le dialogue sous un format et dans des conditions qui seront à déterminer, mais il y a des objectifs communs, des sujets qui sont évidemment communs et qui doivent assez naturellement nous amener à travailler de manière plus opérationnelle ensemble. Et je pense que finalement, ces problématiques et ces besoins communs seront peut-être la source pour limiter le plus possible les problèmes à venir, et si possible essayer de déminer les problèmes directement liés au TCA. Enfin, ça, c'est l'avenir qui nous le dira, et je ne doute pas que ITECMER en 2023 nous reviendrons en discuter. Voilà, je vous remercie tous pour avoir été présents aujourd'hui, en particulier pour tous nos panélistes présents sur site, mais aussi cette fois-ci, Barry, je ne vous oublie pas. Merci beaucoup pour votre intervention. Très bon après-midi à tout le monde. Rentrez bien et à très bientôt. Merci beaucoup.